l'objectif, c'est la présentation d'un travail que nous avons choisi d'intituler « Créer une centrale citoyenne, un projet mobilisateur pour les territoires ». Ce projet, il a été réalisé dans le cadre du programme de la Public Factory de Sciences Po Lyon. Et dans ce cadre, Enedis et l'Association des maires ruraux de France nous ont missionné, nous, la classe de Copter, pour proposer des solutions énergétiques au service du développement des territoires ruraux et plus spécifiquement, d'éclairer les enjeux soulevés par les centrales citoyennes pour faciliter leur développement. Monsieur Jarret de Enedis vous expliquera par ailleurs en détail ce partenariat. Donc, ce travail il a été réalisé par l'ensemble de la classe de Master 1 Copter, donc Conduite de projet et développement durable des territoires, qui est un master de Sciences Po Lyon. Et il était l'année dernière composé de 11 étudiants et étudiantes. Et ce travail a été mené avec l'aide de notre directeur de master, M. Michel Basset, et avec Mme Jessica Pagès de chez SPU. Cette présentation a la vocation à durer 1h30. Donc, nous allons essayer de tenir les temps parce que pour des questions logistiques, il va falloir qu'on clôture ce webinaire à 19h30. Donc, concernant l'organisation du webinaire maintenant, il est composé de 3 phases. Donc, tout d'abord, une phase introductive qui sera réalisée par Monsieur Olivier Jarret d'Enedis. Il va vous expliquer l'objectif de la commande ainsi que du partenariat entre nos deux commanditaires, donc Enedis et l'Association des maires ruraux de France. La deuxième partie, c'est la présentation du livrable. Donc, le but, c'est de résumer les éléments principaux qui permettent de monter un projet de centrale citoyenne. Il vous sera présenté par 3 étudiants et étudiantes du master. D'abord, donc, il y aura une introduction générale. Ensuite, on vous justifiera pourquoi vous, en tant qu'élus ruraux, pourquoi pour vous, en tant qu'élus ruraux, il serait intéressant de développer des centrales citoyennes pour votre territoire. Et enfin, nous présenterons une partie sur la manière et les outils. La manière et les outils qui permettent de monter un projet de centrale citoyenne. Le webinaire sera composé d'une 3e phase, donc qui est un temps d'échange, qui sera organisé par 2 étudiantes et ça visera évidemment à répondre à vos éventuelles questions sur nos présentations. Pour ce faire, donc, on vous invite à poser les questions directement dans le chat du webinaire et les étudiantes se chargeront de les poser au moment du temps d'échange. Pour s'assurer d'une bonne écoute de la conférence, je vous invite tous individuellement à vous mettre en sourdine pour qu'on évite tout bruit de fond et qu'on puisse être audible pour tous. Et aussi, on va vous demander d'enlever également les vidéos pour que la personne qui parle soit la plus visible possible et la plus identifiée. Merci pour ça. Et maintenant, donc sans plus attendre, je donne la parole à Monsieur Olivier Jarret qui va présenter une introduction pour ce séminaire. Et nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne conférence. Monsieur Olivier Jarret, on vous écoute. Bien, bonjour à tous et toutes. Merci pour cette introduction. Je ne vais pas être très long pour laisser le maximum de place à la présentation du contenu. Donc, effectivement, depuis quelques années, nous avons un partenariat avec la MRF, dont l'objectif est d'accompagner les territoires sur différents sujets autour notamment de la transition écologique. Et dans ce cadre-là, il nous a semblé intéressant de proposer donc, avec Eric Szabo, un projet aux étudiants de 4e année de Sciences Po, projet autour des centrales citoyennes. Alors, ce travail, il a été fait avec 2 autres partenaires que l'on a au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement et SPUL, comme ça a été évoqué juste avant. L'objectif était de mieux comprendre en fait les freins liés au développement des centrales citoyennes en région Auvergne-Rhône-Alpes et à partir de ça, de nous proposer des idées afin de faciliter leur développement dans une ambition toujours affirmée d'accompagnement des territoires dans la transition écologique. Ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'au-delà du travail et de la commande qui a été réalisée au démarrage, en fait, les étudiants ont proposé plus que quelques idées pour Enedis ou pour la MRF, mais ont proposé un guide à destination des élus, un guide qui va vous être présenté ce soir,
Et du coup, il nous a semblé intéressant qu'ils puissent aller au bout de leur projet et vous présenter, à vous, élus des territoires ruraux, ce guide qui doit vous permettre d'avoir une vision un peu plus précise de ce qu'est une centrale citoyenne et derrière de savoir comment on peut le faire, comment on peut la créer, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans la création de ces centrales. Et derrière, ça vous donne un point de départ pour réaliser les projets que vous pouvez avoir sur votre territoire. Dans la deuxième phase, comme cela vous a été présenté, on a des experts des différentes partenaires qui sont là pour vous accompagner et à la fin de ce webinaire, vous sera distribué donc, le guide qui a été réalisé et on sera de toute façon toujours à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches. Merci en tout cas pour votre présence et je laisse donc la place aux étudiants pour la présentation de leur travail. Pardon, excusez, oui, bonjour Cédric Zabot. Ah, bonjour Monsieur Zabot. Bonjour, je suis désolé, j'ai dû changer les modalités. Bonsoir à tous. Je devais être en visio, mais je suis dans une zone mal couverte. Donc je suis juste en audio et je voulais vous saluer. Vous m'entendez bien? Très bien, oui. Oui. Donc Cédric Zabot, le directeur de l'Association des maires ruraux de France, je veux dire quelques mots, pas plus long non plus que Monsieur Jarret, pour remercier déjà les participants, les élus, je comprends qu'ils sont nombreux, soit eux-mêmes, soit des personnels des communes. Moi, je veux souligner peut-être un point essentiel, c'est l'exemplarité de ce partenariat. Et la force et la chance que la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'étudiants à Lyon et ailleurs capables de finalement mettre à disposition leur talent, leur appétence pour l'action publique au service des élus. Et en l'occurrence, ils ont fait un travail, vous le verrez, remarquable de synthèse et de précision et qui reste un outil dont on sait que pour les élus, il est déterminant qu'il soit pratique et accessible. Et donc, c'est vraiment pour nous un partenariat qui est riche de sens. C'est la deuxième année que nous avons un partenariat avec la Public Factory de Sciences Po Lyon. Et c'est la première fois qu'on a aussi un partenariat avec Enedis sur ce dispositif-là et la force du réseau d'Enedis aussi, de pouvoir aussi mobiliser d'autres acteurs dans le domaine concerné de la transition avec Espul et d'autres acteurs et Auvergne-Rhône-Alpes environnement. Donc franchement, c'est une vraie belle opportunité. C'est la preuve aussi pour l'Association des maires ruraux de France, dont vous savez que le siège social est basé à Lyon, de prouver aussi l'articulation très forte et la nécessité aussi de changer aussi la donne dans le fait que la recherche, elle peut aussi s'intéresser et être au service d'abord des territoires et des collectivités, mais en l'occurrence aussi au service de la ruralité et de son développement. Donc, je sais aussi j'ai vu qu'il y avait des collectivités urbaines qui étaient aussi inscrites ce soir. C'est très bien aussi parce que c'est aussi la marque et la spécificité aussi de notre région d'avoir des grandes villes, mais d'avoir une majorité d'espaces ruraux, une majorité de population qui vit à la campagne. Et donc, ces alliances de territoires, c'est aussi la marque entre des partenaires comme Enedis, comme Sciences Po pour pouvoir travailler. Donc, je voulais introduire cet échange aussi et remercier l'ensemble des partenaires. Monsieur Basset aussi qui a encadré les étudiants et les étudiantes, les remercier et les féliciter pour le travail et vous laisser désormais les écouter pour comprendre leur travail et prendre connaissance du résultat et vous dire aussi que c'est une étape, c'est une étape importante pour eux de restituer ce travail-là, mais c'est une étape au sens où, on le sait ce soir, toutes les communes ne peuvent pas être là et donc on aura nous un travail de diffusion, de promotion de ce travail-là. On pourra imaginer peut-être même refaire un webinaire de la sorte pour d'autres communes qui ce soir ne pouvaient pas être disponibles. Donc bon travail, bonne séance et désolé encore mes excuses pour mon absence. Merci monsieur. Merci monsieur Jarret aussi. Donc désormais, on va vous donner un aperçu du contenu des livrables et je vais immédiatement laisser la place aux étudiants et à commencer par Athénaïs qui va introduire notre travail. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc oui, bonjour. Donc vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une période de crise environnementale et surtout climatique, avec un réchauffement global de la planète, des pollutions qui s'exercent dans de nombreux secteurs,
et qui affecte la biodiversité notamment. Cette crise, elle a un impact direct sur les territoires et elle invite à repenser, notamment en territoire rural, la dépendance aux énergies fossiles et nucléaires. En effet, repenser cette dépendance permet d'imaginer un autre futur énergétique pour votre territoire, afin qu'il soit plus résilient vis-à-vis des chocs à venir. L'idée est donc non seulement de développer ses propres modes de production d'énergie, mais aussi de consommer moins, avec la notion de sobriété énergétique, et mieux. Porter un projet de centrale citoyenne permet d'entrer ou de construire une étape de plus dans une démarche de transition énergétique sur son territoire. Et ce webinaire, il vise à vous présenter donc certains outils pour créer votre projet. Donc, on va parler beaucoup d'énergie renouvelable dans ce webinaire. Donc, juste pour rappel, on parle d'énergie renouvelable pour une source d'énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu'elle puisse être considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain. Donc, on a l'énergie hydraulique, la géothermie, le bois énergie, la méthanisation, le photovoltaïque et l'éolien. Les centrales citoyennes, elles prennent place dans un contexte juridique et législatif qui est très favorable et incitatif à la transition énergétique. Donc, on a notamment la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte de 2015, qui, elle, fixe des objectifs chiffrés et ambitieux en termes de production d'énergie renouvelable. Et ces objectifs, ils sont ensuite déclinés au niveau régionaux et locaux, avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe des objectifs pour 2023, et puis les schémas régionaux d'aménagement et les plans climat-air-énergie territoriales, les PCAET notamment. Donc, vous avez ce contexte qui est d'obligation, qui est aussi incitatif et qui vous permet, vous, en montant votre projet de centrale citoyenne, de véritablement bénéficier d'une opportunité. Mais alors, du coup, je parle de centrale citoyenne depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un regroupement de citoyens et ou d'institutions en vue de produire en commun une énergie locale et propre, comme par exemple en implantant des éoliennes sur son territoire ou d'installer des panneaux solaires sur sa commune. Une centrale citoyenne, elle contribue à l'engagement des territoires ruraux pour la transition énergétique et à la dynamisation de votre territoire en impliquant les citoyens dans un projet d'envergure et en créant aussi une émulation partagée entre les habitants d'un côté et les institutions locales de l'autre. Les projets de centrales citoyennes, ils permettent aussi de responsabiliser les citoyens quant aux enjeux énergétiques et environnementaux. Et le terme de citoyen, il est vraiment très important. Si on reprend la définition qui est donnée par Énergie Partagée, qui est un acteur régional clé si vous lancez que vous rencontrerez lorsque vous lancerez votre projet, est citoyen un projet qui a un ancrage local, qui a une fiscalité non spéculative, c'est-à-dire que les investissements ils sont créés directement, pour être exploités directement, que la gouvernance de la société d'exploitation du projet elle soit démocratique, coopérative et également transparente, et que dans le projet, il y a un vrai souci de durabilité et de respect de l'environnement. Donc, outre ce webinaire, juste pour vous rappeler, donc, comme l'a dit M. Jarret, on a construit dans le cadre de ces commandes un livret de synthèse et un guide plus complet où vous retrouvez de manière plus approfondie tout ce dont nous allons vous parler ce soir. Et ces deux documents donc, seront disponibles sur le site de l'AMRF suite à ce webinaire. Merci Athénaïs. Et maintenant, Martin va vous expliquer pourquoi vous devriez, vous, élus ruraux, mettre en place des centrales citoyennes. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez également. Pour redire ce que disait Lara tout à l'heure, je vous rappelle qu'il y a un espace chat où vous pouvez poser vos questions s'il y a des choses peut-être que vous souhaiteriez voir compléter ou préciser à la suite de cette présentation. Donc bien sûr, il y a une multitude de raisons pour lesquelles vous, en tant que maire ou bien en tant qu'élu d'un conseil municipal, par exemple, vous seriez prêt à développer une centrale citoyenne parce que vous avez beaucoup d'intérêt à le faire, évidemment. Ces intérêts, ils peuvent être propres et particuliers à votre territoire et à votre situation. Néanmoins, on va essayer de regrouper ici un certain nombre d'arguments principaux qui pourraient nourrir votre enthousiasme pour ce type de projet. Et je vais commencer pour cela par ce qui me semble être le premier objectif des centrales citoyennes et un petit peu leur vocation naturelle, c'est-à-dire la production d'énergie issue de sources renouvelables. Donc, Athénaïs vient de nous présenter les différentes sources d'énergie renouvelable qui sont très diverses et dont le choix, en fait, va principalement être guidé par les caractéristiques de votre territoire, comme j'y reviendrai dans quelques secondes.
Comme vous le savez et comme on vient de le dire déjà, on a un dérèglement climatique qui est très important et dont les impacts sont visibles et sont manifestes partout en France, que ce soit en métropole ou en outre-mer, et notamment sur les territoires ruraux. On le voit de manière très régulière désormais, et en particulier cet été. On a des épisodes de sécheresse qui se multiplient dans quasi toutes les régions en France. On a une dégradation de l'état des forêts avec des incendies qui sont fréquents dans le sud, la propagation du scolyte dans les forêts du Grand Est et également en Rhône-Alpes, ou encore des inondations qui sont également très fréquentes dans le bassin méditerranéen. Et au final, la production énergétique, c'est un des principaux leviers sur lesquels on peut agir pour endiguer ce dérèglement climatique qu'on observe actuellement. Donc l'État, à travers la loi, donc notamment le législateur, a vraiment conscience de l'impact que peut avoir une réelle politique énergétique et a inscrit divers objectifs à suivre dans notamment la loi pour la transition énergétique et la croissance verte. À cet égard, la France, elle s'est engagée pour diversifier à terme son mix énergétique, d'une part afin de réduire la dépendance à l'énergie nucléaire, mais également pour s'émanciper vis-à-vis des énergies fossiles qui restent une source importante en France, et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont issues de la production énergétique. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on le voit avec l'exemple actuel des centrales à charbon qui ont été réactionnées il y a quelques jours ou quelques semaines, et à l'importation encore en complément d'électricité venue d'Allemagne et qui est produite à partir du charbon. Donc tous ces objectifs donc de diversification du mix énergétique notamment, ils sont inscrits, et vous le savez mieux que moi, dans plusieurs documents et schémas qui s'imposent aux collectivités, ou en tout cas qui sont incitatifs également. Ces injonctions, on peut les retrouver par exemple dans le SRADET, donc, qui est développé par la région, ici par la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais également plus localement dans les plans climat, air, énergie territoriaux qu'on retrouve au niveau intercommunal et qui sont, il me semble, obligatoires pour les EPCI de plus de 20 000 habitants. Donc, au final, créer une centrale citoyenne sur son territoire, c'est une manière de mettre en œuvre de façon concrète une action en adéquation avec les orientations données, donc à la fois par la loi et dans les différents schémas incitatifs dont je viens de parler. Et puis, en plus de ça, le terme de transition énergétique, en fait, il inclut également la notion de relocalisation d'une certaine façon de la production locale. On voit par exemple les initiatives de TEPOS, Territoire à énergie positive. Donc, les projets de centrales citoyennes s'inscrivent dans cette démarche et dans cette orientation générale. Donc, en créant une centrale citoyenne sur son territoire, on participe à la fois à atteindre des objectifs nationaux, tout en engageant une action qui est forte sur le plan symbolique. Et j'en viens à mon second point, donc, qui concerne la synergie citoyenne dont parlait Athénaïs également. La dimension donc, symbolique de ces projets, elle permet aux élus de montrer un certain engagement en matière de politique énergétique et de montrer un vrai volontarisme politique d'une certaine façon. Et le fait de créer une centrale citoyenne sur son territoire, ça montre une volonté d'agir et de se montrer vraiment innovant localement, plutôt que d'attendre uniquement, bien sûr les deux sont complémentaires, mais d'attendre uniquement un changement venu d'en haut, comme ça peut être le cas sur ce type de sujets qui sont au final pas forcément faciles à aborder. Donc, on le verra un peu plus en détail ensuite lors de la seconde partie de cette présentation. Mais les centrales citoyennes, c'est des projets qui peuvent être engagés soit à l'initiative d'une collectivité ou d'un EPCI, soit à l'initiative des citoyens qui sont sur ce territoire-là. Mais en tout cas, dans les deux cas, ce qui est sûr, c'est que l'association d'élus et des citoyens, elle est primordiale et la démarche partenariale, elle est inévitable. Les deux parties ont leur rôle à jouer. Les élus, par exemple, peuvent porter vraiment politiquement le projet en lui donnant un peu plus de relief et de résonance, et ils peuvent aussi
aider à l'organisation générale, par exemple sur un plan logistique. Ça peut être, je donne un exemple très concret, mais le fait de prêter des salles, par exemple, pour organiser et accompagner le bon déroulement de ce projet. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment, mais pour vous donner une petite idée du rôle qui peut être le vôtre. En tout cas, les élus et les citoyens, comme je le disais, doivent travailler de concert dans une relation un peu donnant-donnant, en sachant que le fait de travailler avec les citoyens, ça vous permet d'une part de vous rendre compte peut-être d'une certaine expertise technique qui est au final sur votre territoire et qu'on pourra mobiliser sur d'autres projets peut-être dans l'avenir. Et c'est aussi une façon, je crois, de montrer, de s'ouvrir du coup aux habitants du territoire et d'instaurer un certain climat de confiance avec eux en ouvrant un petit peu les modes de travail que peuvent avoir les élus et qui ne sont pas forcément connus des citoyens. Donc, en travaillant de concert, on instaure du coup ce lien de confiance et le fait de mener à bien un projet de ce type, c'est une façon d'avoir, lorsque le projet arrive à bout, un vrai sentiment de fierté collective qui peut se traduire chez les citoyens par un sentiment d'appartenance au territoire qui est renforcé et par un renforcement de la dynamique d'engagement des citoyens, donc, notamment par le biais d'associations. Enfin, voilà, on valorise l'engagement des citoyens et la dynamique d'engagement. On peut voir aussi la possibilité pour les élus, via les projets de centrales citoyennes, de communiquer en parallèle davantage sur les enjeux de développement durable et par exemple sensibiliser la population du territoire et inciter à adopter par exemple des pratiques responsables, notamment sur le plan énergétique. Voilà, c'est des actions qui peuvent être menées en parallèle de ce gros projet central et clé qui est la création d'une centrale citoyenne. Je le disais, donc les citoyens peuvent endosser également ce rôle d'ambassadeur à la fois pour les énergies renouvelables et pour le territoire lui-même lorsqu'ils mènent et qu'ils portent un projet de ce type. Mon troisième point principal, c'est sur l'exploitation du potentiel de votre territoire. Ça peut avoir, un projet de centrale citoyenne, un impact en termes de développement local. Je m'explique. Le fait de développer un tel projet, ça donne une image innovante et dynamique de votre territoire et apporte au final un gain d'attractivité qui est certain et qui est assez évident, parce que lorsqu'on parle d'un nouveau projet local de centrale citoyenne, on parle de quelque chose de participatif, on parle de quelque chose qui tient à l'énergie verte, et donc de quelque chose qui est valorisé aujourd'hui sur le plan national et international. On parle en bien d'un territoire et des valeurs positives lui sont associées, de sorte que les communes ou les communautés de communes ou autres communautés d'agglomération qui ont mené des projets de centrales citoyennes sur leur territoire peuvent être cités comme des territoires modèles dans ces domaines, des territoires précurseurs et des territoires sur lesquels on prend exemple. Il faut également s'appuyer sur des ressources locales. Enfin, je dis il faut, en tout cas c'est préférable évidemment. Il y a des vertus de solidarité et d'engagement des citoyens, comme je le disais, qui peuvent être mobilisées, mais également des compétences à proprement parler de ces citoyens sur lesquels s'appuyer. Elles peuvent être techniques, si vous avez des habitants sur votre commune, par exemple, qui travaillent dans le secteur de l'énergie et qu'on peut mettre à profit pour accompagner le projet et le mener au bout, mais aussi, même lorsque les personnes ne sont pas forcément spécialisées dans ce domaine-là, elles peuvent avoir des compétences en matière de gestion de projet, en matière de communication, d'organisation générale d'un projet qui vont être utiles forcément sur la durée pour que le projet soit viable sur la durée. Tout ça est complémentaire et nécessaire. Le potentiel du territoire, en plus d'un point de vue presque géographique, j'aurais envie de dire, il est également important.
à valoriser. Vous pouvez être sur un territoire extrêmement ensoleillé, un territoire qui a beaucoup de forêts, donc des ressources en bois conséquentes. Je donne des exemples, ça peut être évidemment bien d'autres choses. Mais ces potentiels-là ne sont pas forcément valorisés à l'heure actuelle et ils peuvent devenir une source d'énergie à exploiter dans le futur. Donc, c'est important de prendre conscience de ce point-là. Et enfin, le dernier gros bloc de raisons et d'intérêt pour vous, je pense, à développer sur votre territoire une centrale citoyenne, c'est sur le plan économique. Il est important d'avoir en tête qu'une centrale citoyenne, c'est également un enjeu économique pour votre territoire. Alors certes, il y a la partie investissement en amont du projet et pendant le projet, mais il y a également des retombées à terme qui sont importants et qu'il faut également avoir en tête. Donc pour donner un chiffre éloquent, vous le voyez sur la slide qui s'est affichée ici, Énergie partagée, dont on parlera tout à l'heure, considère qu'1 euro investi dans un projet de centrale citoyenne, ça génère à terme 2,5 euros de retombées sur le tissu économique local, et ce pour plusieurs raisons. Donc, dans un premier temps, la réalisation de ces projets, ça peut permettre à des entreprises du tissu économique local de s'exprimer et de prendre part donc, à ce projet. Pour donner un exemple, c'est vrai que c'est la filière la plus développée en France, le photovoltaïque. On va avoir potentiellement des entreprises spécialistes du photovoltaïque sur votre territoire, ou en tout cas près de votre territoire, que vous pouvez solliciter dans le cadre de votre projet de centrale citoyenne, ou également, de façon peut-être moins technique, des bureaux d'études que vous allez pouvoir mobiliser si vous avez des études à réaliser, et vous en aurez, j'imagine. Donc voilà, des bureaux d'études, des entreprises techniques, c'est autant d'acteurs locaux que vous pouvez mobiliser et qui permettent d'avoir un modèle économique qui est une forme de circuit court, entre guillemets, et qui va, dans tous les cas, bénéficier à l'emploi local et potentiellement même développer une filière spécialisée dans des domaines de pointe et d'avenir que sont les énergies vertes. De même, et pour conclure, l'investissement, il va donner lieu à des revenus également pour les personnes qui ont investi dans le projet. On le verra un peu plus en détail juste après dans le fonctionnement même du modèle de centrale citoyenne. Et on a également des revenus qui sont liés à la fiscalité et au loyer perçu par les propriétaires fonciers sur les installations, en sachant que la fiscalité et les loyers, d'après l'étude que je citais tout à l'heure, ils représentent plus d'un tiers des retombées locales qui ont été calculées. Donc voilà, j'espère que c'est assez convaincant et que vous trouverez dans ces raisons de quoi vous lancer, pourquoi pas. Merci Martin. Maintenant, je vais laisser la parole à Barbara qui va vous expliquer comment mettre en place une centrale citoyenne. Autrement dit, la manière et les outils qui permettent de monter ce projet de centrale citoyenne. À toi Barbara. Barbara, tu es en sourdine. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? Très bien. Ouais, Faux départ. Alors, pour ma part, je vais vous présenter les étapes des projets des centrales citoyennes. L'objectif, c'est de vous présenter brièvement les étapes pour avoir une idée concrète sur le montage de tel projet. Il s'agit de faire un point rapide sur les questions juridiques et de financement, la communication à adopter et le mode de gouvernance des structures. Bien sûr, vous trouverez dans le livret plus de précisions et je vous invite à poser vos questions sur le chat pour avoir vraiment des informations complémentaires. Alors, en ce qui est une centrale citoyenne, elle suppose une existence légale et une organisation. Dans un premier temps, ce type de projet prend la forme d'association et par la suite, il faut monter une structure avec une forme juridique qui implique généralement un choix de modèle de financement. Cette forme juridique, notamment, va définir la participation des acteurs par leur mode de financement.
Les projets de centrales citoyennes occupent un cadre juridique mouvant. Il varie selon la taille de la structure et il évolue avec le droit de l'urbanisme, de l'environnement et selon le type d'énergie choisi. Il est judicieux de faire appel à une aide extérieure pour le montage juridique de ces structures, du fait de la complexité de l'organisation. Il existe notamment plusieurs formes de sociétés favorables pour cette transformation d'une association en structure, telles que les SAS et les SCIC. Il existe aussi donc différents modèles de financement. On peut avoir une participation simple ou décisionnelle des investisseurs. Les investisseurs, ce sont les citoyens, mais aussi vous, les élus locaux, par votre collectivité territoriale ou bien des entreprises. Le financement simple correspond à des contributions directes, ou prêts. Quant au financement participatif, il donne un droit de vote aux contributeurs qui achètent des actions au sein de la structure. Ce financement est extrêmement important puisqu'il permet de constituer les fonds propres pour la structure. C'est un enjeu pour l'octroi du prêt bancaire pour installer les équipements de la centrale citoyenne. Ces besoins financiers évoluent selon la phase d'évolution du projet et selon le type d'énergie que vous choisissez. Pour récolter des fonds propres, il y a différents moyens. On peut constituer ces fonds par l'épargne citoyenne et locale, par des campagnes de crowdfunding, en faisant appel à des clubs d'investisseurs ou à des fonds de financement public. Vous pouvez également faire appel à des subventions de collectivités territoriales et autres administrations, donc les intercommunalités, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADEME, le programme TEPCV ou bien l'Union européenne. Donc finalement, pour monter un projet de centrale citoyenne, vous avez un grand choix de formes juridiques et des modèles de financement qui peuvent inciter les citoyens, mais aussi d'autres acteurs à participer au projet. Et il existe de multiples possibilités pour récolter des fonds. Donc, dans le cadre de ce financement ou bien de l'organisation même de la structure, il y a différents acteurs qui peuvent prendre part au projet de centrale citoyenne. Les élus, notamment, occupent une place importante. Il s'agit finalement, pour les élus, de construire un projet de territoire qui rassemble élus et citoyens. Il s'agit donc de constituer une équipe motrice capable de porter le projet et d'une grande motivation pour pérenniser le projet. Il est important justement de questionner ses motivations, ses attentes et les compétences que chacun peut apporter au projet. Et ainsi veiller au bon fonctionnement de cette équipe qui va monter, suivre et pérenniser le projet. Donc, dans ce cadre-là, la question de la gouvernance se pose, de savoir qui et comment on participe à l'organisation de cette structure. Les citoyens peuvent accéder au droit de vote, comme j'en ai parlé précédemment, par l'achat d'actions au sein de la structure. Il existe notamment le modèle des centrales villageoises qui implique directement les citoyens et les collectivités territoriales pour monter ce projet. Et comme l'a dit Martin précédemment, les citoyens perçoivent les intéressements de ces structures. Je voudrais aussi vous parler de la communication impulsée par les collectivités territoriales ou les EPCI qui représentent vraiment une force motrice au projet. Donc, comme l'a dit Martin, il s'agit de créer une synergie à long terme, citoyenne et locale. Et donc, l'implication des collectivités territoriales permet vraiment de légitimer le projet et le bon fonctionnement de la structure. Il s'agit de faire de la communication envers les habitants en termes d'information ou de sensibilisation pour créer vraiment une dynamique de participation et d'acceptation locale du projet. Il s'agit aussi d'une opportunité pour identifier les soutiens extérieurs au projet et mobiliser des partenaires
sur le long terme dans les différentes étapes du projet. Donc finalement, les centrales citoyennes, c'est vraiment une opportunité de construire un projet de territoire autour des citoyens et des institutions. Et il s'agit vraiment de faire partie de cette équipe motrice et d'impliquer concrètement la collectivité dans le projet. La participation de la collectivité territoriale est vraiment importante puisqu'elle aide à légitimer ce projet et le pérenniser. Pour pérenniser ce projet, justement, il est nécessaire de multiplier les partenariats avec d'autres acteurs. Donc, Martin en a déjà parlé, mais sur le plan économique, un tel projet favorise l'investissement local. Il est important d'allier les acteurs économiques locaux. Il s'agit de potentiels investisseurs, mais aussi d'appui et de relais pour le projet. Il y a aussi l'intervention de banques pour les prêts bancaires et pour les équipements. Vous pouvez faire appel à différentes banques. Progressivement, on assiste à une intervention des banques mutualistes et solidaires qui s'impliquent dans ce type de projet. Bien sûr, les investissements dépendent de la taille de votre projet, de la structure et du type d'énergie choisi. En termes d'appui institutionnel, il existe bien sûr à chaque échelle d'administration des relais. Donc, les collectivités territoriales, l'ADEME, l'Union européenne, mais bien sûr la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit donc de recueillir des financements, mais aussi d'échanger sur des expériences pratiques de transition énergétique et essayer de les décliner dans chacun des territoires. Cet appui institutionnel est primordial puisqu'il permet d'accréditer le projet qui a grandement besoin de crédibilité et d'appui lors de sa phase d'amorçage. En ce qui concerne l'expertise technique, toute aide excusez-moi, j'en perds mes mots, est aussi recevable, notamment des collectivités, mais aussi des associations. Donc toujours les institutions régionales, comme par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes, on a Aura 2E qui propose des dispositifs d'aide au montage de ce type de projet, mais également l'ADEME. On vous conseille aussi de vous rapprocher d'Enedis en ce qui concerne le raccordement au réseau, qui est une question technique à relever, mais également des associations qui participent activement au développement de ces projets, ESPUL, dont on a présenté en début de cette séance, mais aussi le mouvement Énergie Partagée. Donc, ce type de projet regroupe des partenaires multiples, tant sur le plan économique que technique. Et à chaque phase de votre projet, vous pouvez trouver des interlocuteurs qui sauront répondre à vos problèmes, à vos questions et permettre le bon déroulement de ce montage de projet. Enfin, c'est également un projet collectif qui s'appuie sur les atouts et les ressources diverses du territoire dans lequel vous souhaitez impulser ce projet. Il s'agit donc de mobiliser ces ressources en étudiant la dynamique du territoire, mais aussi mobiliser tous les acteurs susceptibles d'aider dans le projet. Il faut vraiment engager une dynamique d'adhésion au projet de toutes les ressources du territoire et de tous ces acteurs, afin de vraiment pérenniser et engager une bonne dynamique autour du projet. Il ne faut pas oublier le réseau associatif qui sont de véritables alliés au projet, notamment les associations sensibles aux questions environnementales et qui permettront d'appuyer et de crédibiliser votre projet et qui représentent aussi des relais d'information auprès d'autres acteurs et notamment aussi les citoyens sur ce type de projet. Il faut aussi prendre en compte les risques de conflit. Donc, communiquer auprès de tous les acteurs et les partenaires et aussi des citoyens pour éviter tout problème de mise en place du projet. Il faut impliquer également les associations, les citoyens dans la concertation. Il est important vraiment dans cette dynamique citoyenne de concerter et d'impliquer tous les acteurs qui verront un changement au sein de
de leur territoire et les mobiliser à chaque étape du projet. Donc finalement, engager ce type de projet, c'est vraiment avoir et entretenir une bonne connaissance du territoire, mobiliser toutes les ressources présentes sur le territoire et s'appuyer sur le réseau associatif pour favoriser la participation et l'acceptation du projet par toutes les composantes du territoire. Merci Barbara. Et maintenant, Athénaïs va conclure notre présentation. Pardon, j'avais pas le micro. Oui. Alors voilà, maintenant que vous avez un peu mieux cerné ce qu'était un projet de centrale citoyenne, en quoi c'était une opportunité pour votre territoire et que vous avez des premiers éléments d'information sur comment monter votre projet, la question se pose donc de quel futur énergétique et climatique vous voulez sur votre territoire. En tant qu'élu territorial, vous êtes un acteur décisif dans la mise en place du projet de centrale citoyenne, que ce soit en étant à l'initiative du projet, en étant coporteur, soutien ou participant crucial d'un projet qui serait par exemple amené par vos habitants. Les territoires ruraux sont des territoires d'avenir pour la transition énergétique citoyenne. Et même en étant peut-être un territoire où vous avez l'impression de manquer d'ingénierie, on espère qu'on a réussi, notamment avec la présentation de Martin, à vous démontrer que de nombreux acteurs, structures sont là pour vous aider à vous lancer, à monter et à développer votre projet. Donc, pourquoi pas vous? Pour aller plus loin, vous pouvez donc vous appuyer sur les supports qu'on a évoqués précédemment, que vous pourrez donc retrouver sur le site de l'AMRF. On vous a également mis là le contact de Oracle, donc Auvergne-Rhône-Alpes Citoyenne et Locale Énergie, qui est un acteur régional clé pour vous accompagner dans votre projet. Vous trouverez également aussi dans le guide de la page 42 à la page 45 d'autres structures que vous pouvez contacter et pour vous aider. Et on vous partage également un autre événement qui va être organisé par Oracle avec l'appui de l'ADEME et de la région et qui aura lieu dans 2 mois, le 26 novembre, et qui se penchera cette fois dans une explication plus pratique de comment monter son projet de production d'énergie renouvelable en co-développement. Merci. Merci Athénaïs. Donc après cette présentation, comme je vous l'ai mentionné précédemment, on a décidé de garder une trentaine de minutes pour une phase d'échange. Donc Constance et Sophie organisent. Elles ont récupéré les remarques, les questions pendant le webinaire, continué d'en poser. Et 4 personnes ressources qui sont présentes vont nous aider à y répondre. Donc tout d'abord, il y a Madame Jessica Pagès, excusez-moi, qui est chargée de projet éducation et sensibilisation chez SPUL. Donc SPUL est une association spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et notamment dans le photovoltaïque, et elle est également spécialisée dans l'efficacité énergétique. Et cette structure, elle peut potentiellement être une ressource en fait dans le montage de projets de centrales citoyennes. Monsieur Xavier Bonnefoy est également présent pour nous soutenir dans la réponse aux questions. Il est interlocuteur producteur chez Enedis et il sera notamment personne ressource sur les questions de raccordement. Ensuite, il y a Madame Noémie Zambo, qui est chargée de mission chez Aura 2E, donc Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Cette structure, elle propose un conseil aux collectivités territoriales et tertiaires publiques en matière d'économie d'énergie et de promotion des énergies renouvelables principalement. Et enfin, Mathis Alves, qui est chargé du développement du réseau des associations départementales de l'Association des maires de Hauts-de-France, est présent et pourra notamment parler du rôle des collectivités. Donc, je vous remercie tous les 4 d'être présents et de nous aider à répondre aux questions. Pensez à remettre vos micros si vous voulez prendre la parole, et je vais laisser Constance et Sophie gérer cette phase d'échange. N'hésitez pas à poser les questions. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Pas très bien. J'espère que vous m'entendez. Je crois que ça a coupé un peu pour Lara. Juste pour préciser, si vous voulez poser des questions, vous pouvez aller en bas de votre écran, vous avez une bulle et c'est écrit converser. C'est ici que vous ouvrez la conversation, vous pouvez poser des questions. Alors, si vous avez le temps de regarder les questions qui ont déjà été posées, ça ne va pas être trop redondant, c'est autant de ne pas les poser
deuxième fois, mais avec on se charge de les synthétiser. Et autre élément aussi, Lara, mais je crois que ça a coupé quand elle le précisait, merci de couper vos micros. Sinon, on entend un écho et c'est désagréable, voire en fait, on n'entend quasiment rien du tout. Alors déjà, on a reçu quelques questions dans la conversation. Donc, la première, elle porte sur les retombées locales, notamment avec les questions de provenance du matériel. Donc là, on va distribuer la parole. Est-ce que Jessica Pagès ou Noémie Zambo, par exemple, veulent répondre à ces questions? Dans ce cas-là, il faut qu'elles enlèvent leur sourdine. Alors moi, je peux prendre la parole. Donc du coup, Jessica Pagès de l'association Espul. Je pense que de toute façon, ça ne va pas être vraiment le sujet du coup de la provenance des panneaux. C'est vrai que c'est un sujet qui est important. Pour autant, la part des modules PV dans un projet photovoltaïque va représenter un quart du montant. Et après, il y a le reste du montant du projet, en fait, peut être complètement localisable, en tout cas pas délocalisable. Donc ça, c'est des sujets dans un montage de projet auxquels vous aurez à faire face, c'est-à-dire la provenance des panneaux. Donc, vous voyez, c'est un sujet à débat. Pour autant, il y a aussi des facteurs d'impact environnemental où maintenant, les fabricants ont l'obligation de présenter l'impact carbone des panneaux. Voilà, je ne sais pas si Noémie veut rajouter un mot là-dessus. Merci. Oui, peut-être juste pour compléter, de dire que la création de valeur, elle ne se fait pas que à l'investissement et au moment de payer la centrale au moment où on l'installe. Mais en fait, ça se calcule là sur l'étude que Martin a citée tout à l'heure d'énergie partagée, sur toute la durée de vie de la centrale et avec les retombées économiques que ça va générer en termes de rémunération de l'épargne, mais aussi en termes de fiscalité pour le territoire, de verser loyer aux propriétaires du foncier, etc. Et donc, c'est un tout. Et du coup, on ne regarde pas uniquement le moment de l'investissement, mais depuis le développement jusqu'à la fin de vie du projet, donc à 20 ou 30 ans, quoi. Oui, il y avait une autre question. Quelqu'un nous demandait la différence entre une centrale citoyenne et une centrale villageoise. Là, est-ce que Noémie, vous pouvez expliquer cette différence, s'il vous plaît? Oui, sans problème. Alors, donc les centrales villageoises sont des projets citoyens, sont des projets d'investissement citoyen qui ont, disons, un modèle particulier. C'est on va dire un modèle dans le modèle. Donc, parmi la grande famille des projets citoyens d'énergie renouvelable, on peut avoir différentes modalités, différents types de gouvernance, différents types d'implication des citoyens, aussi différentes technologies d'énergie. On en a parlé puisque toutes les énergies renouvelables peuvent être citoyennes ou pas. Il y a des projets de méthanisation, des projets éoliens, des projets hydrauliques, etc. Les projets de centrales villageoises, c'est un réseau en fait qui propose un modèle particulier, mais aussi avec des outils particuliers, qui a un certain niveau d'exigence en termes d'implication citoyenne. C'est forcément une gestion coopérative, c'est forcément de l'investissement direct des citoyens qui sont actionnaires et du coup décideurs de la gouvernance de leur société de projet. Il y a aussi certaines exigences aussi en termes environnementaux qui sont à satisfaire. Et il y a surtout une notion d'ancrage à un territoire très très fort dans ce modèle-là. Donc ça convient à certains groupes de projets et pas à d'autres. Il faut savoir que c'est un modèle qui existe parmi plein d'autres. Et donc c'est à chaque groupe citoyen, quand il commence à se constituer autour d'un petit noyau dur, de décider si ce modèle lui convient, auquel cas ça lui permet de bénéficier de l'accompagnement de l'association des centrales villageoises, ou s'il préfère un modèle différent et s'approprier son propre modèle. Merci beaucoup pour votre réponse. J'en profite pour dire aux autres personnes qui assistent au webinaire que c'est toujours le moment de poser des questions. Donc, si vous en avez, vous pouvez
les écrire dans le chat. Et je relais ce qu'a dit Monsieur Alves, c'est que les livrables seront disponibles dès demain matin sur le site de la MRF. Donc ce soir, vous n'y aurez pas encore accès, mais en tout cas, demain matin, ça sera bon. On peut ajouter par ailleurs que dans les livrables, vous avez évidemment un certain nombre de ressources, notamment des ressources de contact pour des structures qui sont à même de vous accompagner sur des aspects financiers, juridiques, techniques. Et voilà, certainement, si vous avez des questions particulières, je crois que le webinaire n'est pas forcément le lieu pour poser ces questions-là. Vous trouverez les ressources sur ces livrables. En revanche, n'hésitez pas à poser des questions peut-être plus générales sur la conversation. Pendant que les gens écrivent les questions, je me permets aussi une précision par rapport à la dernière slide que vous avez présentée qui annonçait la formation qu'on organise du coup le 26 novembre à Saint-Étienne, pour préciser ce que c'est qu'un projet en co-développement. Donc quand on parle de projet en co-développement, on parle en fait de projets qui sont développés entre une collectivité et avec l'aide d'un bureau d'études privé extérieur, voilà, qui va prendre des parts, et avec du coup les citoyens. Donc en fait, on a trois parties. On a la collectivité, le bureau d'études privé, le développeur privé et les citoyens. Donc c'est intéressant pour les élus, et notamment pour les élus ruraux et les agents des collectivités rurales, d'être bien au fait de ça, et de bien en amont, avant que les démarcheurs, les développeurs privés bouclent leurs projets et développent indépendamment des collectivités locales leurs projets, eux qui puissent s'approprier cette question-là et qui fixent les règles du jeu pour que les développeurs privés puissent être encadrés et qui développent des projets où les citoyens et eux-mêmes en tant que collectivité ont une place. Oui, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent, éventuellement, si vous voulez des précisions sur des questions très techniques comme des questions de raccordement au réseau. Donc Xavier Bonnefoy d'Enedis sera en mesure de vous répondre. Si vous avez des questions techniques sur les différentes énergies renouvelables avec toutes leurs contraintes et leurs avantages, ou encore si vous avez des questions sur la gouvernance de la centrale citoyenne, l'organisation des centrales, comment vous pouvez impulser cette dynamique-là sur votre territoire, ou même des questions financières, juridiques. Je lance des pistes si vous avez quelques questions. Oui, peut-être. Donc, Mathis Alves, donc, je ne suis pas élu, mais au sein de la MRF, on a eu le cas d'une commune, bon, c'était en Bourgogne-Franche-Comté, qui notamment, qui est dans son territoire, c'est pas lui qui avait porté le projet, mais il y a eu un parc éolien. Et au sein de sa commune, il y a eu une traversée de réseaux, donc des câbles enterrés qui traversaient sa commune pour relier le parc avec la centrale. Ça lui a posé, des années plus tard, de gros soucis au niveau de la gestion de ses sols, parce que l'enfouissement des réseaux l'a conduit à l'impossibilité de construire, etc. Ça posait des problèmes. Je voulais savoir si comment s'organisait en fait la gestion des réseaux des suites à la construction d'un parc. Si vous avez des éléments de réponse, bien entendu. Oui, c'est Xavier Bonnefoy, Enedis. Donc, pour répondre à votre question, enfin, j'espère que vous m'entendez. On vous entend bien, oui. Ok. Pour répondre à votre question, donc, une fois que le parc du producteur a été raccordé, donc, les câbles sont en concession, donc sont en concession à Enedis, et donc c'est Enedis qui en assure ensuite l'entretien et le renouvellement. Donc, a priori, là, c'est un problème si je puis dire, de service après-vente. Si je comprends bien, les tranchées se sont effondré. Enfin, c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est ce que j'ai compris. Dans ce cas-là, effectivement, c'est bien donc du ressort d'Enedis. Si la faute est prouvée que son prestataire a pas suffisamment compacté les tranchées, c'est donc du ressort d'Enedis, effectivement, de reprendre la tranchée. Et
bon, ça doit quand même rester relativement rare puisqu'on a quand même des contrôles au niveau des réfections définitives. C'est le mot réfection définitive. Ils sont relativement importants pour justement éviter d'en arriver là. Par contre, si c'est le positionnement des réseaux dans la rue qui a pu poser des problèmes ultérieurs, là, par contre, le réseau a été posé j'allais dire, en toute conformité, mais surtout, tous les concessionnaires, et à commencer par la commune, ont été informés donc, de la pose de ces réseaux et de l'emplacement précis de ces réseaux par rapport aux égouts, par rapport à l'eau, au réseau France Télécom. Donc si c'est la position des réseaux finaux qui ne satisfait plus la commune, là par contre, il n'y a rien à faire puisque le réseau, effectivement, du moment qu'il est posé et que le concessionnaire et tous les concédants ont eu donc l'information, une fois que c'est posé, on le laisse en fait. D'accord, oui, en effet, c'était la question qu'on posait plus au niveau des positionnements. Donc, alors, oui, il faut savoir en fait que pour être plus précis, alors si c'est sur la position, avant de poser des ouvrages donc sur le domaine public, d'ailleurs comme sur le domaine privé, mais bon, sur le domaine public, en l'occurrence, on dépose ce qu'on appelle un article R323-25, c'est très précis, qui informe tous les concessionnaires des travaux à venir, donc par Enedis, et bien entendu, la collectivité, et même les collectivités sont informées de nos travaux. Elles ont donc 3 semaines pour réagir, et en l'absence de réaction, si vous voulez, Enedis peut commencer ses travaux et les réaliser tels que c'était prévu dans les plans. D'accord. Et généralement, ce sont l'ensemble des communes qui sont traversées par le réseau qui sont questionnées ou ça passe bien entendu, par une interco? Non, bien entendu, toutes les collectivités, toutes les communes sont concernées. Si dans l'exemple du parc éolien, donc en Bourgogne, il y avait, je prends un exemple, il y avait 5 communes qui étaient traversées, l'article a été déposé auprès des 5 communes. Et généralement, en plus, pour des raccordements de champs éoliens ou de centrales photovoltaïques, qui sont quand même des travaux conséquents, hein, de plusieurs kilomètres, voire même 20 kilomètres, généralement, il y a des réunions préparatoires qui sont faites en amont. On n'arrive pas comme ça par déposer un article sans avoir prévenu. Il y a forcément énormément d'échanges qui ont eu lieu avant et voire une réunion. Et dans la réunion, il y a généralement donc Enedis forcément, mais il y a également le porteur de projet et donc les différentes collectivités qui sont concernées. On ne pose pas du réseau comme ça sans prévenir, c'est impossible. Super, merci beaucoup pour votre réponse. Et j'en profite pour dire merci aux étudiants et la présentation de leur travail qui, j'espère, saura susciter des envies. Merci beaucoup. Alors, on a plusieurs questions qui concernent le prix de l'énergie et en particulier pour les centrales citoyennes par rapport à l'énergie nucléaire. Et je crois que Madame Pagès souhaitait intervenir là-dessus et peut-être Monsieur Bonnefoy après. Alors moi, je vais avoir des réponses plutôt sur le photovoltaïque, donc je vais répondre d'une manière un peu plus générale. Là, on est en train d'atteindre ce qu'on appelle la parité réseau, c'est-à-dire l'équilibre entre le prix de production des énergies renouvelables et celle qu'on observe pour le nucléaire. Par exemple, pour l'éolienne, on est à 54 € du mégawattheure contre 42 pour le nucléaire. Pour le photovoltaïque, on est plutôt aux alentours de 50. En tout cas, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le prix des systèmes photovoltaïques, il diminue. Donc, effectivement, il diminue en même temps que le prix d'achat fixé donc, par l'État. Mais au final, les projets restent rentables. Si je continue de parler du photovoltaïque, pour les petites installations, c'est-à-dire inférieures à 100 kW crête, on observe des retours sur investissement de l'ordre de 10 ans, 10-12 ans. Donc, ça reste des projets rentables, particulièrement parce que les installations photovoltaïques et le tarif d'achat est garanti 20 ans, mais qu'on sait que les installations vivent bien au-delà de ces garanties. Alors, Xavier Bonnefoy, Enedis, je vais compléter, alors non pas pour répondre puisque Espoul a bien répondu, c'est juste pour repréciser en fait qu'Enedis est
totalement indépendant par rapport à EDF obligation d'achat. Donc pour tout ce qui est tarif, c'est pas Enedis qui peut répondre, même si on connaît les tarifs comme n'importe qui en fait, hein, mais Enedis s'occupe du raccordement, que ce soit en basse tension ou sur le réseau 20 000 volts, hein, mais en aucun cas s'occupe du contrat d'achat. C'est réellement la partie qui est dédiée à EDF obligation d'achat. Et je vous dis bien, il y a bien une séparation totale entre les deux entités. Même si nous faisons bien entendu partie du même groupe, nous sommes totalement indépendants. Sur la question du prix de revente, pour trouver l'équilibre financier, peut-être Madame Zambo, vous pourriez compléter pour d'autres types d'énergie? Oui, alors en fait, il y a plusieurs dispositifs. C'est vrai que la plupart du temps, les centrales citoyennes commencent avec le plus facile à mettre en œuvre, qui est celui de l'obligation d'achat dont vient de parler Xavier Bonnefoy. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de soutien aux énergies renouvelables qui fait qu'on vous achète la production d'électricité à un tarif qui est garanti pendant 20 ans, à un tarif qui est connu, qui bouge chaque trimestre. Donc c'était ce à quoi faisait référence la question. Le tarif évolue globalement à la baisse chaque trimestre, mais effectivement, il permet quand même d'avoir une petite rentabilité. Et il est calculé par les autorités justement pour qu'il y ait une juste rémunération, pas trop importante, mais que ça permette normalement, avec les tarifs aussi du coût du matériel qui baisse de mois en mois, et de maintenir une rentabilité acceptable pour les projets. Donc ça, c'est vrai pour plusieurs énergies, pas seulement pour le photovoltaïque, mais aussi on a un mécanisme comme ça c'est de complément de prix, mais disons que d'un prix global pour aussi les projets éoliens. On peut aussi, pour des projets plus gros, candidater à des appels d'offres que lance régulièrement la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Et le troisième dispositif possible, c'est de passer un marché en gré à gré avec un acheteur d'énergie tiers. Donc à ce moment-là, indépendamment de tout système d'achat. Donc on voit les trois dans les projets citoyens, bien que, comme je le disais en début d'intervention, c'est surtout le tarif d'achat, l'obligation d'achat qui est mobilisée, parce que ça donne une visibilité, c'est facile à mettre en œuvre, et ça concerne surtout les plus petits projets, les projets de plus petite puissance, ce par quoi souvent commencent les communautés énergétiques citoyennes pour, disons, se faire la main dans les premiers projets, quoi. Merci beaucoup. On a des questions sur quels sont les fabricants de cellules Made in France. Donc peut-être Madame Pagès, vous pourriez donner quelques exemples? Effectivement, il n'en reste pas beaucoup. Donc il y a effectivement, il y a Photowatt, et puis il y a des fabricants de tuiles aussi, mais dont là le coût est encore trop important pour que les projets soient rentables avec. Donc, moi, je ne souhaite pas vraiment m'attarder sur cette question de provenance, parce que je pense que l'important, là, c'est de comprendre le montage d'un projet citoyen, vers quelle énergie on peut se tourner, et puis après, comment va s'articuler la gouvernance, et le choix du matériel va venir vraiment plus tard, une fois que le groupe va être consolidé, que les toitures vont être trouvées. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit, hein, ça va faire partie un petit peu de l'éthique du projet, mais c'est des questions qui pour moi arrivent dans un second plan. Pour répondre encore un petit peu effectivement là sur les modèles de soutien, financiers, donc c'est ce qu'on appelle les tarifs d'achat. Donc il y a des tarifs d'achat pour des petites puissances, et puis après on va répondre à des appels d'offres pour des projets plus gros. Pour les projets photovoltaïques, qui sont effectivement majoritairement les projets qui sortent pour les centrales citoyennes, il y a un site internet qui s'appelle photovoltaïque.info, qui est un centre de ressources national et qui va vous décrypter étape par étape
des informations sur le projet, sur les coûts de raccordement, sur la fiscalité, voilà, et sur comment mener à bien un projet en fonction de si vous êtes un collectif citoyen, une collectivité, etc. Donc ça, c'est un outil à disposition du grand public et des collectivités pour vous accompagner à mener un projet à bien. Ouais. On a aussi une question, on a quelques questions qui portent sur l'éthique, et il y en a une autre aussi, un participant fait remarquer qu'on des sociétés privées qui proposent à des agriculteurs de leur financer un hangar agricole sur lequel poser des panneaux photovoltaïques avec un engagement de l'agriculteur sur une vingtaine d'années. Et donc, le participant demande comment fait la centrale citoyenne pour lutter. Donc là, je pense que cette question, elle a deux dimensions. La question justement de la centrale citoyenne, si elle doit lutter ou être en concurrence. Et aussi, elle pose la question du rôle de l'élu, justement, pour équilibrer sur le territoire. Est-ce que, Monsieur Alves, vous pouvez répondre sur le rôle de l'élu, justement, pour trouver les équilibres entre une centrale sur un hangar agricole et une centrale citoyenne? Alors, malheureusement, je vais devoir vous faire répéter la question, je suis désolé. Oui. Oui, quelqu'un posait la question des équilibres qui se font sur le territoire et d'une éventuelle concurrence entre une centrale individuelle, par exemple, qui serait posée, c'est l'exemple qui est posé sur un hangar agricole par une société privée qui propose un engagement d'agriculteur sur une vingtaine d'années avec un hangar agricole qui va par conséquent produire beaucoup. Et ce participant demande comment la centrale citoyenne peut lutter face à cette concurrence. Et là, la question que je vous pose plus particulièrement à vous, c'est comment l'élu rural peut justement faire en sorte qu'il y ait un équilibre au sein de son territoire entre la centrale citoyenne d'une part et cette centrale privée de cet agriculteur avec son hangar agricole d'autre part. Oui, je ne saurais répondre en intégralité à la question. J'en ai pris note et je la ferai parvenir au sein de l'ensemble de l'équipe de la MRF pour pouvoir y apporter une meilleure réponse. Mais le rôle principal de l'élu, c'est la proximité, c'est sa capacité à connaître l'ensemble des composantes et des individus et des acteurs du territoire. Donc, avoir un rôle de conciliation et de meilleure compréhension des intérêts de chacun dans la mise en place de ces deux dispositifs-là pour que ça concorde et que ça soit juste auprès de tous. Donc le rôle principal de l'élu, je dirais comme ça la chose, c'est sa plus-value, ça serait donc la proximité qu'il peut avoir et sa connaissance du territoire. Merci. Et la deuxième dimension de cette question-là, c'est, je la pose éventuellement à Noémie Zambo, si elle veut répondre, par exemple. Est-ce qu'il y a de la place pour une centrale privée sur un hangar agricole et pour une centrale citoyenne? Est-ce qu'il y a lieu de lutter et est-ce qu'il y a concurrence entre les deux sur un territoire? Alors non, il n'y a pas forcément concurrence et souvent ce qu'on voit, c'est que quand il y a une initiative collective et citoyenne qui se lance sur un territoire, ça éveille, on va dire, d'autres acteurs qui se mettent aussi à équiper peut-être pour leur compte propre des toitures, et c'est très bien comme ça parce que ça mobilise un gisement complémentaire et avec une philosophie certes un petit peu différente, mais je crois qu'il y a de la place pour tout le monde vu l'ambition qu'on doit avoir pour satisfaire les engagements que les territoires prennent. On est loin du compte. Après, ce qu'il faut voir, c'est que dans les centrales citoyennes, l'idée, c'est de se mettre ensemble pour choisir les meilleures toitures et essayer d'avoir une force de frappe en termes de capacité à mobiliser le gisement d'énergie renouvelable sur le territoire, mais aussi en essayant d'avoir des prix les plus optimisés possibles en installant beaucoup, en tout cas plusieurs toitures dans un laps de temps relativement court, par exemple sur quelques mois. Donc on a cet effet de seuil, qui permet d'échelle plutôt, qui permet d'avoir une optimisation financière. De la même manière, la centrale citoyenne, elle va aller chercher de l'emprunt bancaire
à des taux qui sont sûrement meilleurs que celui qu'un individu peut avoir. Donc en fait, on va optimiser les tarifs, les toitures, les coûts bancaires, etc. Donc on va être en capacité dans une centrale citoyenne d'être plus efficace, d'avoir un euro investi plus efficace que dans un projet individuel. Mais voilà, c'est pas opposé et ça n'empêche pas du tout des particuliers ou des agriculteurs de faire des projets de leur côté. Sachant qu'ils disposent des mêmes mécanismes de soutien aux énergies renouvelables, qui sont principalement du coup pour la gamme de puissance dont on parle, le tarif d'achat. Moi, je rajouterais, ça va dans le sens de ce que dit Allez-y, pardon. c'est-à-dire qu'il y a un potentiel solaire de toute manière qui est suffisamment énorme pour que chacun puisse équiper les toits de son côté. Donc, ces projets, ils peuvent s'opérer soit de manière séparée, soit finalement, ils peuvent même trouver un lien. Les centrales citoyennes peuvent mener le projet en lien avec l'agriculteur. Enfin, il y a vraiment, vraiment plein de montages de projets différents et complémentaires. Oui, enfin, apparemment qu'il y a de la place pour diverses centrales sous différentes formes. En revanche, ce qui concerne plus un élu rural et un élu territorial, c'est justement de dynamiser éventuellement ce projet citoyen. Sur le terme de citoyen, il y a aussi débat sur la conversation. Si un projet citoyen est nécessairement éthique, si un projet citoyen est nécessairement durable. Là-dessus, c'est une affaire de gouvernance. Je crois que Noémie Zambo a déjà répondu sur la question tout à l'heure. Est-ce qu'elle veut encore développer? Disons que l'éthique, chacun voit midi à sa porte. Donc la définition j'aime beaucoup les débats qu'anime là Bernard Suisse. C'est très intéressant et c'est effectivement à avoir, mais c'est à avoir au sein de chaque communauté de projet. Et on a beaucoup de communautés énergétiques citoyennes qui sont gérées en coopérative. On en a quelques-unes autres qui ne sont pas du tout en coopérative et où chaque droit de vote est proportionnel au nombre d'actions. Et qui est le plus éthique? Moi, personnellement, je ne sais pas répondre à cette question. J'ai ma conception propre, ma réponse propre en tant que personne à cette question, celle que j'ai envie d'y apporter. Mais c'est à chaque collectif de s'interroger et de savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire. On a des débats, mais c'est très intéressant sur la provenance du matériel. Là, on a parlé beaucoup des panneaux, mais sur les onduleurs, c'est la même chose. Il y en a qui sont fabriqués dans des pays que certains jugent non démocratiques ou quoi. Est-ce que le collectif est d'accord pour quand même acheter ce matériel-là ou préfère payer plus cher un matériel dont on est un peu plus sûr de la provenance, avec des entreprises qui ont une démarche RSE avec plus de garanties, etc. C'est à chaque collectif de se poser ces questions-là, mais pas seulement ces questions-là, aussi quelle place ils veulent avoir dans le développement du territoire. Est-ce que en fait, c'est une somme d'individus qui sont là pour faire leur part de la transition énergétique et en gros, ils mettent pour chaque foyer 500 € dans le projet pour grosso modo équilibrer leur consommation énergétique, la consommation énergétique de leur foyer, ou est-ce qu'ils ont envie d'aller plus loin et ils ont envie de contribuer vraiment à la transition énergétique du territoire? C'est la question à se poser et du coup on a au sein des collectifs, on constate tous les jours que au sein d'un même collectif, on a comme ça, en fait, des angles, des motivations un tout petit peu différentes. C'est quand même des gens qui se rejoignent dans le même projet, qui coopèrent ensemble, qui mènent ces projets sur le territoire et qui font des choses importantes et grandes, etc. Mais qui n'ont pas tout à fait la même valeur, les mêmes visions au départ de quels sont leurs rôles en tant que collectif citoyen sur un territoire. Et du coup,
à terme, ça peut, voilà, ça peut poser des questions. Est-ce que un collectif qui a commencé par faire des toits solaires pour faire leur part, s'ils sont associés à un parc éolien, est-ce qu'ils vont y aller ou pas? Tous les collectifs vont pas répondre de la même manière. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est durable? Chacun a sa réponse à cette question-là, en fait. Ça peut pas se décréter, quoi. Ça doit se débattre. C'est ça qui est sympa. Et la collectivité, bien sûr, je pense que M. Alves pourra confirmer, est là aussi pour animer et prendre part à ce débat, évidemment, quoi. Oui, c'était le peu de réponses que j'ai pu apporter, c'était son rôle de proximité, d'animation. On dit souvent que l'élu local, c'est un peu la porte d'entrée de la citoyenneté, c'est le plus proche de la citoyenneté. Donc, le peu de réponses que j'ai pu apporter se résume à ça, à ce rôle-là, d'animation du débat, d'animation des rencontres. Mais Jessica, vous serez sans doute à même de répondre. On nous demande s'il est possible de mixer autoconsommation et revente. Donc effectivement, il existe plusieurs modèles économiques. Donc il y a la vente en totalité, c'est-à-dire qu'on va produire de l'électricité et revendre l'intégralité. Il est possible de faire de l'autoconsommation avec vente de surplus. Donc ça, il s'agit de consommer en période de production et l'excédent de le vendre. Et on peut faire aussi de l'autoconsommation totale, mais ça va être pour des installations de petite puissance. Voilà, donc ça, quand vous allez faire une étude de projet quelle qu'elle soit, ces différents modèles économiques vont être étudiés, effectivement. Peut-être, Jessica, pour compléter, quand on est une centrale citoyenne, du coup, on est un collectif, on n'est souvent pas propriétaire du bâtiment sur lequel on vient, enfin même jamais propriétaire du bâtiment sur lequel on vient installer les panneaux solaires. Et parfois, même, c'est encore un autre usager du bâtiment. Par exemple, vous prenez l'exemple d'une mairie. Qui est propriétaire de l'école avec des instits et des enfants qui l'occupent. Et vous allez arriver en tant que finalement tiers investisseur. La centrale citoyenne va arriver comme tiers investisseur, va être propriétaire des panneaux et du coup, elle ne pourra pas directement auto-consommer puisqu'elle n'a pas de consommation sur le site. À l'endroit du bâtiment. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà peut-être en préalable, et ça peut-être Enedis ou Jessica, Xavier Bonnefoy ou Jessica, vous pourrez compléter, le circuit des électrons, il est le même dans tous les cas. Il est consommé au même endroit par les mêmes gens. Ce qui va changer, c'est la modalité contractuelle. Dans un cas, effectivement, c'est consommé avant d'être comptabilisé. Qu'est-ce qu'on renvoie dans le réseau? Et dans l'autre cas, on renvoie tout dans le réseau. Et après, ça peut être consommé quand même localement. Et d'ailleurs, c'est rare qu'un électron aille jusqu'à l'autre bout de la France avant d'être consommé. Donc, c'est toujours consommé finalement au plus près, parce que c'est comme un réseau d'eau, quoi. Donc, par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut trouver les modalités contractuelles qui permettront cette autoconsommation. Avec un tiers investisseur, c'est possible, mais c'est encore complexe aujourd'hui. Comme l'a dit, je crois que c'était Lara qui disait ça en introduction, c'est très mouvant ces questions de juridique, de cadre juridique et financier sur les centrales citoyennes. Donc, voilà, c'est possible. Il y a des collectifs qui s'y essayent aussi à l'autoconsommation, ce qu'on appelle collectif, c'est-à-dire plusieurs sites de production, plusieurs sites de consommation, mais ça nécessite un comptage très fin, à des pas de temps aussi très fins pour savoir qui consomme quoi quand et assurer l'équilibre de cette production avec cette consommation. Donc, c'est encore complexe, mais c'est possible. Merci, Rémi. Il y a un participant, une participante qui demande encore plus précisément si cette partie autoconsommation, elle peut servir de dividende.
Alors peut-être que le terme de dividende est… Alors, de dividendes, non, oui. mais ce qu'on voit parfois, c'est que effectivement, il y a certains collectifs qui ont fait ça. Je crois qu'en Ardèche, ils ont fait ça. Ils installent une partie en vente totale et ils installent quelques panneaux en autoconsommation. Ça ne sert pas de dividendes parce que les dividendes, c'est la rémunération d'actions, mais ça sert plutôt de loyer. En contrepartie d'un renoncement d'un particulier à un loyer, ils lui mettent des panneaux solaires pour sa propre consommation. Ça, c'est déjà vu. Ouais. Moi, je rajouterais aussi que du coup, pour les centrales citoyennes qui vont investir dans l'installation, la rentabilité de leur installation va reposer en fait sur la vente de l'électricité. Donc, s'il y a une partie qui est auto-consommée, c'est en fait un retour sur investissement en moins pour eux. Donc, finalement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a d'un côté, comme le disait Noémie, la part de flux économique, et l'autre de flux des électrons. Donc, dans tous les cas, les électrons seront consommés par le plus proche consommateur. Voilà. Donc, après, le modèle économique et le business plan, c'est autre chose. Donc, tous les modèles économiques existent. Maintenant, il faut voir lequel est le plus rentable pour chacune des parties prenantes. Voilà, je continue. Il y a beaucoup de questions sur le photovoltaïque. Je reprécise qu'ESPUL organise des permanences photovoltaïques tous les jeudis après-midi. Désormais, c'est sur inscription. Donc, vous prenez un rendez-vous et nous, on vous rappelle sur le créneau qu'on s'est fixé. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails. Et quand même, Noémie Zambo d'Oracle est quand même une belle porte d'entrée pour vous accompagner au montage d'un projet citoyen et vous introduire dans un réseau. Merci à tous pour cette phase d'échange qui a été très intéressante. Donc, je pense qu'il est temps de conclure ce webinaire si vous êtes d'accord. Nous espérons qu'il a été très instructif pour vous et qu'il a peut-être donné l'envie à certains de creuser le sujet des centrales citoyennes et voir peut-être donner l'idée à certains sujets, certains projets d'éclore. Donc maintenant, je vais remercier différentes parties prenantes qui nous ont accompagnés dans ce projet. Donc, tout d'abord, on vous remercie toutes et toutes d'avoir répondu présent et d'avoir participé à ce webinaire. C'est une phase importante pour nous car elle permet de clôturer une année de travail sur le sujet des centrales citoyennes pour l'ensemble de la classe. Ensuite, nous remercions les personnes qui nous ont donné l'opportunité de réaliser ce travail. Donc, nos commanditaires, donc Enedis et l'Association des maires ruraux de France, mais aussi nos interlocuteurs de terrain qui nous ont donné des informations pour pouvoir réaliser les livrables. Enfin, nous tenons à remercier Noémie Zambo de Aura2E et Madame Caroline Cambos-Padea de chez Enedis pour nous avoir aidé à organiser ce séminaire en ligne et nous offrir l'opportunité de partager notre travail auprès des élus notamment. Et pour finir, nous remercions Jessica Pagès ainsi que Michel Basset qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet et qui nous ont permis de le clôturer de cette manière-là. Donc, on vous souhaite à tous une excellente soirée et on vous remercie une nouvelle fois d'avoir été présents pour ce travail. Au revoir à tous. Merci, bonsoir. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.